Le 30 janvier 1933, Hitler fut nommé chancelier. Sans attendre, les communistes passèrent à l'action. Ils tentèrent de soulever les masses. La presse américaine évoqua leur appel. Les journaux parlaient de mots d'ordre qui circulaient, encourageant la rébellion. Le 30 au crépuscule, les troupes hitlériennes défilèrent avec des flambeaux. Paris Soir écrivit « Disciplinées, ardentes, orgueilleuses, elles ont voulu, par cette parade nocturne, célébrer la prise du pouvoir par leur chef et démontrer, une fois de plus, leur puissance et leur volonté. » Le terme à retenir est « discipliné », car ces parades furent avant tout des célébrations organisées dans le calme. Mais au cours de la nuit, un chef des SA qui revenait du défilé et un policier qui assurait le service d'ordre furent tués à coups de feu. Le lendemain, un quotidien américain titra « Les communistes se mettent en branle pour la révolte ». Mensonge de la presse capitaliste? Absolument pas. Dans sa livraison du 31 janvier 1933, l'Humanité publia l'appel du Parti communiste allemand. C'est un document historique de la première importance dont il convient de citer un large extrait. À la manière de l'assassin qui hurle qu'on l'égorge, les adeptes de la révolution violente écrivaient « Le régime de terreur sanglant du fascisme est érigé en Allemagne. Masses ouvrières, ne permettez pas que les ennemis mortels du peuple allemand, que les ennemis mortels des ouvriers et des paysans pauvres, des masses travailleuses des villes et des champs, accomplissent leurs crimes. Dressez-vous contre ces attaques et contre la terreur de la contre-révolution fasciste. Défendez-vous contre la réaction sans borne de la dictature fasciste. Descendez dans la rue. Arrêtez le travail dans les usines. Répondez immédiatement par la grève de masse, par la grève générale, à l'attaque des chiens sanglants fascistes. Ouvriers, ouvrières, jeunes ouvriers, dressez-vous dans toutes les entreprises, dans tous les syndicats, dans toutes les organisations ouvrières, dans tous les bureaux de placement en faveur de la grève générale contre la dictature fasciste. Décidez partout la cessation du travail, organisez partout des démonstrations de masse et élisez des comités d'unité et des comités de grève. Organisez la lutte. La suite était un appel lancé à toutes les organisations dites de gauche pour qu'elles se groupent autour du Parti communiste. La harangue se terminait ainsi. Vive le front unique prolétarien contre la dictature fasciste de Hugenberg. Abat Hitler, Papen, Hugenberg. Vive la grève générale. Si ce n'était pas encore une insurrection armée, du moins était-ce un appel clair à cette insurrection. J'ajoute que les socialistes se rapprochèrent des communistes. Ils lancèrent l'appel suivant. La lutte du prolétariat contre le fascisme est entrée dans une phase nouvelle et nous voudrions tous pouvoir espérer qu'à cette occasion, nos rapports avec les partis communistes entrent également dans une voie nouvelle. Répondant à ce mot d'ordre, un militant socialiste de Hambourg tenta d'organiser une grève générale. Des combats sanglants éclatèrent dans cette ville, ainsi qu'à Lübeck, Zittau, Pforzheim et Homberg, où 3 nationaux socialistes et un policier furent tués. C'est donc un front rouge et rose qui se constituait, menaçant le nouveau régime d'Allemagne. À Nuremberg, Hermann Göring le rappela. L'époque était aux tensions politiques très vives et tout cela pouvait mener à des attaques révolutionnaires du Parti communiste. Face aux premières bagarres sanglantes et aux premiers morts, les autorités réagirent. Le 2 février, Hitler déclara la guerre au communisme. Mais le même jour, les principaux meneurs rouges appelèrent leurs millions d'adhérents à se réunir pour monter à l'assaut du nouveau gouvernement qualifié de réactionnaire. Immédiatement, les premières grèves débutèrent, à Mannheim et surtout dans la ville rouge de Lübeck. Plus grave, à Königsberg, des chômeurs descendirent dans la rue et renversèrent des autos ainsi que des tramways. Au cours des émeutes, plusieurs policiers et nationaux-socialistes furent blessés. Le 3 février, les autorités gouvernementales lancèrent un avertissement. La poursuite des manœuvres terroristes entraînerait des mesures d'exception. Il était notamment question de remettre en vigueur une ordonnance de 1932 qui prohibait les appels au désordre par voie de presse.
La journée et la nuit n'ayant apporté aucun signe d'apaisement, un arrêté d'interdiction fut publié le lendemain. Il frappait plusieurs organes communistes. Car le mouvement semblait s'étendre. Ce même 4 février, 230 grèves, réunions de masse et assemblées de comités d'entreprise avaient été organisées afin de coordonner la riposte. Quant au Parti communiste allemand, il appelait les masses aux actions extraparlementaires sous la forme de grève et de lutte la plus énergique. Le 5 février eurent lieu les obsèques nationales du chef des SA et du policier tué le 30 janvier précédent. L'objectif était de calmer les esprits en démontrant la détermination du nouveau régime à riposter. En vain. Dans la nuit du 5 au 6 février, de nombreuses bagarres éclatèrent. On déplora des morts et des blessés. À Bochum, un chef de section national-socialiste périt lors d'une rixe. À Leipzig, des communistes attaquèrent un cortège hitlérien. À Düsseldorf, une camionnette qui ramenait dans leur village des militants tomba dans une embuscade. Le chef mourut tué d'une balle au front et 10 de ses compagnons furent blessés. La nuit suivante connut également des rixes sanglantes à Bonn, à Charlottenburg et dans un quartier de Berlin. Le 7 février, l'Humanité titra « Contre le fascisme, la riposte ouvrière s'organise. Grèves et combats de rue dans tout le Reich. » Oui, vraiment, le torrent révolutionnaire montait. À la même époque, sous le titre « L'Allemagne risque de connaître des jours sanglants », un éditorialiste américain écrivit « Il serait téméraire de dire ce qui arrivera en Allemagne au cours des 60 prochains jours. Mais ce sera un miracle si le sang n'est pas répandu dans une large mesure. » L'auteur terminait en soulignant que le spectre de la guerre civile la plus féroce planait sur le pays. Le 9 février, l'Humanité titra « La riposte ouvrière s'accentue. Grève générale à Strasbourg, grèves à Mannheim, Stuttgart, Constance. » La fin de la semaine fut sanglante. Les rixes firent 11 morts et 23 blessés. À Eisleben notamment, un détachement de SA essuya le feu de communistes embusqués dans une de leurs imprimeries. Une bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle le bâtiment fut investi et saccagé. Des perquisitions organisées dans les locaux communistes permirent la saisie de nombreuses armes clandestines. Bien que les communistes n'aient pas atteint leur objectif, l'Allemagne menaçait de devenir un baril de poudre et la police s'avouait débordée. Voilà pourquoi le 15 février, après avoir affirmé qu'une lutte à la vie et à la mort opposait désormais l'Allemagne nationale aux forces communistes, le porte-parole du gouvernement annonça que les sections d'assaut formeraient désormais une police auxiliaire. Le 24 février, la décision fut mise en application. Hermann Göring la justifia en dénonçant la menace communiste. La police régulière, expliqua-t-il, travaille au-delà de ses forces. Dès lors, il est impossible de continuer sans une police supplémentaire. La police auxiliaire sera utilisée pour assister la police régulière dans le maintien de l'ordre public. Elle surveillera aussi les meetings électoraux, protégera les bureaux des associations politiques et assistera la police lors de missions. Dans le cas de résistance et autres urgences, elle sera utilisée pour épauler la police régulière et sera affectée à la protection des bâtiments publics et des usines. Notons que ces policiers auxiliaires agiraient toujours sous les ordres d'officiers de police régulières. Parallèlement et dans le plus grand secret, alors que la campagne électorale battait son plein, le gouvernement préparait un grand coup de filet dans les milieux communistes. À Nuremberg, Hermann Göring expliqua « Quand le besoin se fit sentir de créer de l'ordre avant tout et de supprimer les plus dangereux éléments de désordre dirigés contre nous dans le nouvel État, je pris la décision d'arrêter par surprise les fonctionnaires et les chefs communistes. Je fis dresser une liste et je savais qu'en arrêtant que les plus importants et les plus dangereux, cela représenterait quand même plusieurs milliers, car il n'était pas seulement nécessaire de saisir les fonctionnaires du parti, mais également ceux des formations du Front Rouge, car les communistes avaient également des associations affiliées. Ces arrestations eurent lieu pour des raisons de nécessité et de sécurité de notre État. Il s'agissait d'éliminer un danger. Pour cela, une seule possibilité, celle de l'arrestation de protection, comprenez l'arrestation préventive. Peu importe si on avait déjà prouvé que ces personnes étaient coupables d'une action de haute trahison, ou s'il fallait seulement s'y attendre de leur part. Il fallait la prévenir par cette arrestation de protection. Tout cela n'avait rien de nouveau et ce n'était pas une invention nationale-socialiste. De semblables mesures d'arrestation de protection étaient pratiquées auparavant dans l'Ancien Reich, en partie contre les communistes et en partie contre nous, les nationaux-socialistes.
Les prisons n'étaient pas à notre disposition dans ce but, et je voudrais insister sur le fait qu'il s'agissait là d'un acte politique de défense en vue de la protection de l'État. C'est pourquoi je prétendais que ces hommes devaient être internés dans des camps. On proposa 1 ou 2 camps à ce moment, parce que je ne pouvais pas savoir combien de temps cette arrestation s'avérerait nécessaire. J'ignorais aussi le nombre des intéressés susceptibles d'être découverts au cours des actions entreprises contre le Parti communiste. Lors de l'occupation de la maison Karl Liebknecht, nous avions trouvé tellement d'armes, de matériel et de préparatifs pour une guerre civile que nous ne pouvions pas encore prévoir les conséquences du développement. J'ai déjà indiqué, et c'est naturel, qu'en ces périodes de tension politique, comme il en existait une entre les 2 ailes extrémistes en Allemagne, et au moment où l'âpreté de l'opposition politique entraînait des combats de rue continuels, que la situation pour les internés ne serait en tout cas pas très agréable. J'avais donné des instructions pour que la surveillance fût faite autant que possible par les forces de police. Si elles ne devaient pas suffire, des forces auxiliaires devaient alors être demandées. Les camps de concentration furent donc un acte de défense contre des ennemis politiques jugés, à raison, potentiellement dangereux. Le 28 février, un incendie criminel endommagea le Reichstag. L'attentat avait été perpétré par un communiste esseulé, Marinus Lube. Mais les nationaux-socialistes en profitèrent. Ils arrêtèrent les principaux meneurs rouges. Plus tard, Hermann Göring expliqua qu'avant même l'incendie, il avait préparé une action destinée à neutraliser le danger révolutionnaire bolchevique. L'attentat l'avait contraint à agir prématurément alors que les préparatifs n'étaient pas terminés. Les meneurs appréhendés furent incarcérés dans des camps créés pour l'occasion. À la Noël 1933, 5000 d'entre eux furent libérés en vertu d'une amnistie décidée par le gouvernement. En septembre 1934, 2000 autres détenus retrouvèrent la liberté. À Nuremberg, Hermann Göring précisa « J'ai pris position sur la question des camps de concentration, mais je voudrais faire remarquer que le nom de camp de concentration n'a pas été inventé par nous. Il est apparu dans la presse étrangère. Nous n'avons fait que le reprendre. L'origine de ce nom relève plutôt de l'histoire. » C'était vrai. En 1898, pendant la guerre qui, à Cuba, avait opposé les Américains et les Espagnols, des camps avaient été ouverts. 3 ans plus tard, la Grande-Bretagne en avait créé à son tour. C'était en Afrique du Sud, lors de la guerre des Boers. À l'époque, la France les avait dénoncés, car les conditions d'hygiène déplorables qui y régnaient avaient provoqué la mort de nombreux prisonniers, parmi lesquels des enfants victimes du typhus ou du choléra. Les camps furent donc une invention des démocraties. En 1933, les nationaux-socialistes en ouvrirent 2, Dachau et Oranienburg. Il s'agissait d'institutions dont la mission était la protection de la société et la réadaptation des internés par le travail. Ces camps se présentaient comme des casernes avec leurs installations de vie et leurs ateliers. Ayant consacré un ouvrage au sujet, je n'insisterai pas davantage. Ma conclusion est la suivante. Les nationaux-socialistes improvisèrent les camps dans une période révolutionnaire afin de répondre à une menace directe et réelle, la menace d'un soulèvement communiste. Or, une période révolutionnaire ne permet pas de juger une doctrine en elle-même. La meilleure preuve est qu'en juin 1938, Alfred Fabrelus écrivit à propos du fascisme et de l'hitlérisme « À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas encore savoir s'ils figureront dans l'histoire parmi ces tyrannies sommaires dont l'étiquette après tout importe peu, ou s'ils auront apporté les principes et les formes d'une civilisation nouvelle dont toute l'humanité profitera. » En 1938, donc, il était encore impossible à un observateur objectif de juger le national-socialisme. L'ennui est qu'1 an plus tard, la guerre éclata. Elle maintint l'hitlérisme dans une situation exceptionnelle, celle d'un conflit armé, et se termina par son écrasement. Voilà pourquoi je l'affirme. Il est très malhonnête de présenter les camps de concentration comme une institution indissociable du national-socialisme. Dans Mein Kampf, Hitler n'en avait pas parlé, et sans la menace rouge, gageons qu'aucun camp n'aurait été ouvert, du moins en temps de paix. On peut donc être national-socialiste sans prévoir d'ouvrir des camps de concentration pour y jeter les opposants. Peut-être, me répondra-t-on, mais vous l'avouez vous-même, le racisme figure parmi les piliers du national-socialisme. Or, le racisme est une doctrine meurtrière. Je répondrai à cette objection dans le prochain épisode.